situation des femmes et des jeunes filles au Sénégal, aujourd'hui en 2018, il faut reconnaître que ça a beaucoup évolué quand même. Et je peux dire évoluer positivement, il faut le reconnaître, même s'il y a des obstacles par ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a une grande évolution. Quand on sait que pour les femmes, il y a peut-être 20 ans, 25 ans, ou même un peu plus, les femmes ne pouvaient pas accéder à certains corps de métier, tels que la police, la douane, la diplomatie, la gendarmerie et autres. Tout cela, les aînés qui nous ont devancés au sein de l'AJS se sont battus et ont fait de sorte qu'on puisse avoir des lois qui permettent aux femmes d'accéder à tous les corps de métier, surtout des corps qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. Évolution aussi par rapport à la situation économique de la femme, parce que nous avons ce qu'on appelle l'équité fiscale. Ce n'était pas évident. Vous savez que la femme, même avec le même traitement salarial, la femme était doublement imposée par rapport à l'homme. Ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle l'AJS a beaucoup travaillé avec d'autres organisations pour pouvoir avoir un acquis majeur qu'on appelle l'équité fiscale, permettre quand même à la femme d'être imposée de la même égalitairement à l'homme. Nous avons, par rapport à l'accès des femmes aux instances de décision, il faut reconnaître qu'on a une loi qui constitue pour nous et pour beaucoup de pays une grande avancée, c'est la loi sur la parité, qui permet aux femmes peut-être d'accéder dans certaines instances électives et semi-électives. Et aussi, nous avons une loi sur la nationalité. Ça aussi, c'était une discrimination par rapport aux hommes, parce que la femme n'avait pas la possibilité de transmettre sa nationalité à ses enfants ou à son mari qui n'était pas sénégalais. Et ça, on avait jugé que c'était une discrimination. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être sénégalaise, d'avoir un enfant parce qu'on est marié avec un étranger, de ne pas pouvoir transmettre sa nationalité sénégalaise à son enfant. Et ça, il faut reconnaître qu'on a une loi qui nous permet aujourd'hui à la femme, si certaines conditions sont réunies, de pouvoir transmettre sa nationalité à son mari et à ses enfants. Par rapport aux jeunes filles, il faut reconnaître qu'aussi là, on peut dire qu'il y a des avancées. Si on pense qu'il y a quelques années, il y avait un déséquilibre important par rapport à l'accès des filles à l'éducation, la scolarisation des filles, c'était un déséquilibre que d'ailleurs par ailleurs les institutions, certaines institutions internationales ont eu à nous reprocher. Mais il faut reconnaître que l'État s'est beaucoup investi sur cette question. Les organisations de la société civile se sont beaucoup investies sur cette question. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la tendance est un peu renversée parce que peut-être de la maternelle au bac, quand même, on a un taux assez correct, sinon même plus important, de maintien des filles à l'école. Maintenant, c'est vrai que pour les filles, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce qu'on voit aussi bien dans les foyers que dans la société, la jeune fille, la petite fille est toujours discriminée. Dans les zones rurales, elle est donnée en mariage très tôt, donc ses études sont interrompues. Elle subit régulièrement des violences, quand même, que ce soit des violences physiques, des violences sexuelles qui plombent carrément son évolution. La santé reproductive et sexuelle des jeunes filles n'est pas très bien prise en compte, il faut le reconnaître malgré que l'État est en train de faire des efforts. Donc tout cela, c'est pour montrer que certes il y a une évolution, il faut le reconnaître, mais il reste beaucoup de choses à faire. L'obstacle majeur, je pourrais peut-être surprendre beaucoup, c'est nos pesanteurs socioculturelles. J'ai dit tantôt que nous avons beaucoup d'acquis sur le plan textuel, mais nous avons beaucoup de difficultés à mettre en œuvre correctement ces acquis-là. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des pesanteurs socioculturels, il y a des croyances culturelles qui demeurent et qui sont profondément discriminatoires à l'égard de la femme et de la fille. L'autre obstacle, c'est relativement la religion, qui est mal interprétée souvent, qui est, si je prends la religion musulmane, elle n'est pas discriminatoire à l'endroit de la femme et de la fille. Mais malheureusement, c'est souvent une mauvaise interprétation qui fait que, souvent à cause de la religion, la femme et la fille est discriminée. Souvent, c'est un obstacle. L'autre obstacle, c'est aussi, c'est vrai, on a des avancées textuelles, nous avons des lois, mais souvent, ces lois ne sont pas appliquées dans toute leur rigueur. Quand je prends la loi sur la parité, c'est vrai que c'est une avancée majeure pour nous, un acquis majeur quand même,
Mais il faut reconnaître souvent qu'elle n'est pas appliquée dans toute sa rigueur, surtout quand il s'agit des instances de direction, des instances électives ou semi-électives. Il faut reconnaître qu'on a souvent des problèmes, bien que l'État essaie quand même de faire des efforts en corrigeant quand on voit l'Assemblée, peut-être on essaie plus ou moins de respecter la parité au niveau du bureau, mais au niveau des commissions, il reste des choses à faire. Alors que le décret d'application de cette loi est très clair. Les bureaux des commissions et les bureaux de ces instances-là font partie des instances qui doivent être paritaires. Ça aussi, c'est un problème. Donc, la mise en œuvre effective des lois que nous avons, qui sont des acquis, ça, c'est un obstacle aussi. Le manque de formation des femmes et des filles, ça pose problème. C'est vrai que certains nous reprochent que c'est bien d'avoir la loi sur la parité, mais c'est bien d'avoir la formation des femmes. Sur ça, nous balayons peut-être pour dire quand les hommes étaient presque à 80% majoritaires au niveau de ces instances-là, personne n'avait parlé de la formation des hommes. Pourquoi aujourd'hui qu'on a une loi qui permet aux femmes d'accéder à ces instances-là de façon égalitaire avec les hommes, qu'on nous parle de formation? Nous savons que c'est réel, c'est un problème, mais ça ne doit pas être un obstacle à la mise en œuvre de la loi sur la parité. Ça ne doit pas être une critique qui doit être apportée à la parité. Donc le manque de formation, il faut le reconnaître, le manque de leadership des femmes, souvent ça pose problème. Les préoccupations des femmes ne sont pas mises en avant par les candidats actuellement. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que quelque part, les organes de presse qui interrogent ces candidats eux-mêmes ne mettent pas l'accent sur ces préoccupations-là, sur les droits des femmes? Ou bien c'est parce que les candidats eux-mêmes n'ont pas pris en compte les droits des femmes dans leur programme? Ça, c'est un problème. Le constat est là. Dans le débat actuel, nous ne voyons pas, nous ne constatons pas que les droits des femmes sont pris en compte. Et ça, c'est un problème majeur. Il faut que les candidats se prononcent. Il faut qu'on sache dans leur programme qu'ils comptent présenter aux Sénégalais qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'ils prévoient pour une meilleure prise en compte des droits des femmes et des filles. Ça, c'est important. Et actuellement, ça ne se reflète pas dans le débat actuel. Je prendrai d'abord l'accès des femmes aux instances de décision, c'est-à-dire les droits politiques des femmes. Qu'est-ce qu'il ferait pour consolider cet acquis majeur que nous avons, qui est la loi sur la parité? Qu'est-ce qu'ils feront pour aller au-delà de cette loi sur la parité? Parce qu'il faut reconnaître que c'est une loi qui constitue une avancée majeure, c'est vrai, mais c'est une loi qui est très limitative. C'est une loi qui limite l'accès des femmes aux seules instances électives et semi-électives. Presque les femmes ne sont pas au niveau des instances nominatives, presque. Combien de ministres nous avons, combien de femmes nous avons dans ce gouvernement? Dans les postes de direction, combien de femmes on a? Dans les agences, combien de femmes on a? Donc ça, c'est un problème majeur. Une autre question, ce sera sur les violences. Les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Vous savez, l'AGS travaille beaucoup sur ces questions. Et l'AGS a des boutiques de droit qui sont un peu partout dans presque toutes les régions. Et dans ces boutiques de droit, nous recevons les victimes de violences. Nous avons des statistiques qui sont effrayantes, que nous publions assez souvent, régulièrement. Et nous transmettons régulièrement aussi aux autorités, que sont les ministères sectoriels avec qui nous travaillons, les données que nous avons par rapport aux violences que subissent les femmes et les filles. Et nous, au sein de l'AGS, notre conviction est que tant que les femmes et les filles continuent à subir des violences, il leur sera très difficile d'être autonomes économiquement. Et encore, quand on sait que le gouvernement injecte beaucoup d'argent pour l'autonomisation des femmes, je dis il est temps de prendre en charge cette question des violences sur les femmes et les filles. Tant que la petite fille est donnée en mariage très tôt, tant que la petite fille subit des viols, subit l'inceste dans les maisons, elle ne sera jamais autonome. Tant que la femme continue de subir des violences domestiques, familiales, des violences dans toutes les sphères publiques et privées, il sera difficile à cette femme d'avoir une autonomie juridique et une autonomie économique. Donc nous interpellerons les candidats par rapport aux violences. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour voir par rapport à cette loi que nous avons?
qui sanctionne les violences, qui est là depuis 1999. Comment faire pour revoir cette loi, accentuer peut-être les sanctions et aussi essayer de pénaliser d'autres formes, de nouvelles formes de violence qui apparaissent actuellement. Nous allons les interpeller sur la prise en charge des survivantes de violences. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ces femmes qui sont victimes de violences, ces petites filles qui sont victimes de violences, comment les prendre en charge? Comment faire pour avoir de grands centres d'accueil, de prise en charge, des centres intégrés tels que les centres qu'on a en Afrique du Sud, qu'on a en Angola, qu'on a au Ghana? Comment faire de sorte pour avoir ces centres-là dans lesquels la femme ou la petite fille qui est victime de violence, dès qu'elle rentre dans ce centre, elle sera prise en charge de façon intégrée. Ça, c'est ce qu'on va leur poser sur les violences. Et enfin, comment faire de sorte que la femme rurale puisse accéder à la terre, être propriétaire de la terre. C'est vrai que sur le plan des textes, par rapport à l'accès à la terre, nous n'avons pas de discrimination textuelle. Mais le problème, c'est que dans la réalité, les femmes exploitent la terre, mais ne sont pas propriétaires des terres. Et nous allons leur poser la question par rapport à l'accès des femmes à la terre, la propriété foncière des femmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que cette discrimination-là, de fait, sur l'accès des femmes à la terre puisse être levée et permettre à la femme d'être propriétaire de terre. Les femmes, je dirais, d'être patientes, d'être attentives à leur promotion, d'être attentives à leur autonomisation juridique. Parce qu'on parle beaucoup de l'autonomisation économique, mais à mon avis, il y a des préalables. Il faut que les femmes connaissent leurs droits, qu'elles intériorisent ces droits-là. Donc l'appel que je leur lance, c'est d'être plus attentives à cela, d'être plus solidaires entre elles, d'accepter de se former, d'accepter de mettre en avant leur leadership. C'est ça que cet appel que je lance aux femmes, de refuser la violence, parce que ça plombe leur autonomisation, de refuser la violence, de s'affirmer davantage, parce qu'on sait que la femme, quand elle a la volonté de s'affirmer, elle peut faire de grandes choses. Donc pour terminer, cet appel que je lance aux femmes, leur dire de ne pas se laisser entraîner, on est dans une année électorale, qu'elles refusent de jouer le second rôle de mobilisatrice, de faire des mouvements de foule, mais jouer un rôle important, jouer le rôle de citoyenne, d'aller voter et de voter librement, d'être consciente quand elles votent, savoir qu'elles ont des droits et écouter attentivement les candidats par rapport à ce qu'ils proposent.